Bonjour, ici David Meuniot, directeur de recherche au CNRS du laboratoire Verimag. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la différence entre un algorithme, mot qu'on entend beaucoup ces temps-ci, un logiciel et une application complète. Un algorithme, c'est la description, à destination des humains, d'un procédé de calcul. C'est une description mathématique. Prenons un exemple très simple. Je veux déterminer l'ensemble des endroits où je peux me rendre par des pistes cyclables à partir de chez moi, ou peut-être par des rues petites où circulent peu de voitures avec une limite de vitesse basse. Comment faire ? Je vais consulter un ouvrage algorithmique et je vais trouver qu'il s'agit finalement de ce qu'on appelle un parcours de graphe. Je vais obtenir l'ensemble des points qui sont accessibles dans mon graphe. Peu importe comment ça s'appelle. Comment je vais faire ? Je vais partir de mon point, donc de chez moi. Je vais le marquer sur la carte. Je prends tous les voisins de ce point, donc tous ceux que je peux atteindre en faisant juste un petit segment de piste cyclable ou de petite rue à partir de ce point. Je vais les mettre dans une espèce de sac à piocher. Je vais prendre un autre point dans ce sac. Je vais le marquer. Je vais mettre tous ces voisins, donc tous ceux que je peux rejoindre à partir de ce point en faisant un petit segment de piste cyclable ou un petit segment de rue, je les mets dans la pioche, je reprends un point dans la pioche, je le marque, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y a une petite subtilité. Ce qu'il faut également, c'est que lorsque je prends dans ma pioche un point qui a déjà été marqué sur la carte comme étant un point que je peux atteindre depuis chez moi en ne prenant que les pistes cyclables et les petites rues, il ne faut pas que je remette ces voisins dans la pioche, sinon on peut se retrouver dans des calculs qui peuvent boucler à l'infini, puisqu'on va toujours repasser par le même point, remettre ses voisins dans la pioche. Je vais tourner ce calcul-là. À la fin, je vais obtenir l'ensemble des lieux où je peux me rendre avec les pistes cyclables et les petites rues, à partir de chez moi. C'est un algorithme. Ça s'appelle un parcours de graphe. Est-ce que c'est un programme ? Non. C'est une description à destination d'un public d'humains. C'est une description qui en plus est incomplète. J'ai dit, je prends ma carte, je regarde où sont les voisins. Je n'ai pas expliqué comment j'avais stocké ma carte, je n'ai pas expliqué comment j'avais recherché mes voisins. J'ai parlé d'une pioche. Je dis, je prends un élément dans la pioche. Mais lequel ? Je peux très bien avoir plein de points en attente. Je peux être parti de chez moi, j'ai pu avoir mis dans la pioche un point, la prochaine intersection, le prochain croisement, quand je pars sur la piste cyclable, à droite de chez moi, la prochaine intersection à gauche de chez moi. Je n'ai pas dit ce que je prenais en premier dans la pioche, si c'était celle qui était à gauche, celle qui était à droite. Je n'ai même pas expliqué comment je gérais ma pioche. En fait, je n'ai pas vraiment un programme. J'ai juste une espèce de description de haut niveau. Je pourrais, effectivement, avec certains langages de programmation, traduire ces descriptions de haut niveau en un petit programme, mais il manquerait toujours des bouts. Il manquerait toujours le bout qui gère comment je sors des éléments de la pioche, comment je les mets dedans. Et surtout, je n'ai pas expliqué comment je stockais la carte dans la mémoire de ma machine. Je n'ai pas expliqué comment je prenais la liste de mes voisins. Il va falloir régler tout ça. Si je dois stocker des grosses cartes, il va falloir tout de même réfléchir, parce qu'il va falloir que ça rentre dans la mémoire de ma machine. C'est moins un problème de nos jours, vu que le moindre téléphone portable, smartphone, a beaucoup de mémoire par rapport aux ordinateurs dans le temps, mais c'est tout de même un problème. Il faut garder la carte en mémoire de façon assez économique. Il va falloir être capable de ressortir à partir d'un point très rapidement la liste de ses voisins accessibles par des bouts de pistes cyclables. Il va falloir s'arranger. Donc il reste encore pas mal de choses à programmer, à dire comment on va les gérer. Puis, j'ai toujours pas un programme utilisable une fois que j'ai ça. Parce que je sais même pas comment charger la carte dans la mémoire de ma machine. Donc je veux dire, je vais prendre une carte sur OpenStreetMap, donc un site qui propose des cartes diffusées sous licence libre. Mais j'ai pas expliqué comment je le chargeais. Il va falloir aussi que je programme quelque chose pour charger les cartes à partir d'OpenStreetMap ou
plus probablement quelque chose qui va prendre les fichiers de carte en provenance d'OpenStreetMap, qui fasse un certain traitement, mais alors lequel, et qui ensuite produise un fichier pour mon application, une carte pour mon application. Ça fait encore du travail. Il reste encore pas mal de choses à faire. Et encore, tout n'est pas complet. Parce que là, comment je vais désigner le lieu où j'habite? Je n'ai même pas expliqué comment j'étais capable de désigner un point sur la carte. D'ailleurs, je n'ai même pas mis de dispositif pour afficher la carte. Il faudrait aussi que je rajoute quelque chose pour afficher la carte. Et c'est pas facile. Parce qu'il va falloir faire un système qui soit capable d'afficher une carte à différents niveaux de résolution. Donc, si je me rapproche avec beaucoup de détails, mais aussi la carte plus loin, avec moins de détails, peut-être que les lieux les plus importants. Comment je choisis les lieux à afficher, par exemple? Comment je choisis d'afficher? Est-ce que je dois afficher des noms de quartiers ou seulement des noms de communes? Si j'affiche un nom de commune, quelle commune? Comment est-ce que je fais pour organiser cet affichage de façon à ce qu'il se passe rapidement? Si par exemple j'ai beaucoup dézoomé sur ma carte, il faudrait tout de même éviter que le programme ait à examiner l'ensemble des petits micro-bouts de chemin qu'il y a dans la zone que je suis en train d'afficher. Tout ça pour finalement m'afficher que les principales villes. Il y a encore pas mal de travail là derrière. Et sans doute d'autres algorithmes que mon algorithme de recherche des lieux où je peux accéder par des pistes cyclables. Il y a beaucoup d'autres choses à faire avant d'arriver à simplement un programme où je peux cliquer sur deux endroits et savoir par exemple s'il y a un chemin piste cyclable entre les deux, ou un programme sur lequel je clique sur un endroit et qui m'afficherait l'ensemble des lieux où je peux aller par des voies cyclables. Beaucoup de travail, en plus du petit algorithme. Donc là, il y a une différence importante. Le petit algorithme dont je parlais au début, c'est quelque chose qu'on fait en travaux dirigés d'algorithmique, mettons en L3, troisième année d'université, et encore, il n'y a franchement pas besoin il n'y a pas de prérequis mathématiques pour faire ça, donc on pourrait le faire beaucoup plus tôt. On pourrait vraiment le faire beaucoup plus tôt dans l'enseignement, c'est pas compliqué. En revanche, arriver à avoir le programme complet qui prenne les fichiers provenant d'OpenStreetMap, les charge, ou éventuellement avec une conversion, les affiche, permet à l'utilisateur de cliquer sur des points. C'est peu compliqué. Si par exemple je veux que l'utilisateur puisse désigner un lieu par son nom, il va falloir aussi que je mette un petit moteur de recherche. Si je veux permettre qu'il fasse des petites fautes de frappe dans le nom, ou qu'il ne soit pas sensible à des petites différences, comme le fait de mettre un tiret ou un espace entre deux composants d'un nom de lieu, il va falloir que je fasse un moteur de recherche qui soit insensible à certaines modifications des noms. Il va falloir que je réfléchisse. Pas forcément évident de chercher du texte imparfait. Il y a aussi des algorithmes pour ça. Donc encore, beaucoup de travail pour arriver finalement à un programme montrable. Mais ce n'est pas non plus, là encore, un programme que je pourrais mettre dans un téléphone portable. Dans un téléphone portable, il va falloir que la carte puisse facilement la mettre à jour. Et comment mettre une carte à jour? Le téléphone portable, il a accès à des données par le Wi-Fi, par le réseau 4G. Il va demander un fichier sur le web, il va l'obtenir. D'accord? Mais là, vous rajoutez en plus un morceau de programme qui doit être capable d'aller demander des fichiers en téléchargement sur le web. Et puis, il va falloir stocker les cartes dans la mémoire de la machine, gérer le cas où la transmission du fichier a été interrompue, parce qu'il faut mettre un dispositif pour permettre de la reprendre alors qu'elle a été interrompue. Est-ce qu'on doit recommencer au début? Ça, l'utilisateur ne va pas aimer s'il faut tout recommencer. Donc comment est-ce qu'on gère tout ça? Les cartes à effacer, les cartes à réinstaller. Il faut mettre un système qui teste s'il y a des mises à jour. Complique. Puis il va y avoir des problèmes de sécurité. Imaginez par exemple, donc là je me place dans une application plus large, pas simplement trouver des points accessibles par piste cyclable, mais une application de navigation.
application de navigation va par exemple vous permettre d'afficher les hôtels et les restaurants. Eh bien, imaginez, vous êtes dans un hôtel de la chaîne du groupe Caro, et le groupe Caro, il vous offre l'accès Wi-Fi dans votre chambre. C'est très pratique. Et quand vous connectez, vous affichez un message extrêmement long qui fait des pages et des pages sur les conditions d'accès au réseau Wi-Fi. Vous allez cliquer OK. Alors maintenant, ce qui se passe, c'est lorsque vous téléchargez une carte depuis un hôtel ou un restaurant du groupe Caro, eh bien, le fichier de la carte, au lieu de vous envoyer le fichier normal, qui a été produit, mettons, à partir d'OpenStreetMap, on vous envoie un fichier modifié de façon à ce que les hôtels et les restaurants du groupe Caro soient privilégiés dans le moteur de recherche de votre application de navigation. Et, alors, est-ce que c'est légal ou pas? Moi, je ne suis pas juriste. Peut-être que vous avez à un moment cliqué dans les conditions que vous permettez au groupe Caro de vous offrir une expérience améliorant votre usage du web. Et effectivement, ils peuvent toujours arguer que finalement, en vous indiquant les hôtels et les restaurants de la marque, ils améliorent vos déplacements. Peut-être. En tout cas, regardons ça sous un angle technique. Si vous voulez éviter ce genre de problème, il va falloir que vous mettiez une authentification des fichiers. C'est-à-dire qu'il y ait un mécanisme qui permette de vérifier que les fichiers ont bien été produits par la source officielle de carte et n'ont pas par quelqu'un d'autre ou n'ont pas été modifiés par quelqu'un d'autre par la suite. Ça existe bien sûr. Ce sont des méthodes, normalement pour faire cela, des méthodes de cryptographie. Ça existe, il y a plusieurs façons de le faire. Mais là, ça va être un peu plus compliqué encore. Normalement, on recommande de ne pas concevoir soi-même sa propre cryptographie et de ne pas la programmer soi-même, parce qu'il y a beaucoup de choses trappes, beaucoup d'erreurs possibles, et ce sont des erreurs qui peuvent causer des trous de sécurité. Donc, vous allez utiliser ce qu'on appelle une bibliothèque, donc un ensemble de programmes qui sont faits pour gérer la cryptographie. Donc vous allez utiliser une bibliothèque de cryptographie pour faire ça. Compliquez beaucoup déjà votre programme. Au début, vous aviez un petit algorithme qui peut s'expliquer facilement en une séance de travaux dirigés. Vous avez rajouté tout un barda pour lire des cartes, qui va être beaucoup plus gros que l'algorithme en question. Vous avez un barda pour l'affichage, qui est beaucoup plus gros que l'algorithme de recherche. Et vous êtes en train maintenant de rajouter toute une librairie de cryptographie. Puis, regardons bien aussi. Vous voudrez éventuellement non seulement prévoir la possibilité d'utiliser des cartes officielles, mais également qu'on puisse vous envoyer des itinéraires par mail ou par téléchargement. Vous pouvez avoir des itinéraires à télécharger, des itinéraires de VTT ou des choses comme ça. Ça veut dire que vous êtes capable de charger des fichiers qui ne proviennent pas d'une source officielle. Là, il faut savoir quelque chose. Les programmes informatiques, le plus souvent, ils sont conçus pour charger normalement les fichiers qui sont normalement prévus. Lorsque le fichier qu'on vous donne à charger n'est pas normal, il peut se passer différentes choses. Quand le programme est bien conçu et que le fichier est un peu anormal, il l'accepte tout de même. Bon, il y a peut-être des choses qui ne fonctionneront pas, ou des choses un peu modifiées, mais ça passera. S'il ne l'accepte pas, il va vous mettre un message d'erreur et dire « je ne sais pas charger ça ». Bon, c'est gênant, mais c'est pas très grave. En revanche, quand votre programme est mal conçu, vous allez avoir le même phénomène que ce qui se passe dans l'épisode « La maison qui rend fou » d'Astérix. Dans cet épisode, donc c'est un des épisodes du dessin animé Les 12 travaux d'Astérix, Astérix veut obtenir un laissez-passer auprès d'une administration qui ressemble fortement à une préfecture. Et à chaque fois, il n'arrive pas à obtenir gain de cause parce qu'on le renvoie d'un bureau à l'autre. Et que fait Astérix ? Il se met à demander quelque chose qui n'existe pas. Et on voit tout le monde
dans cette administration, courir dans tous les sens à la recherche de documents qui n'existent pas. À la fin, tout le monde devient réellement fou, et Astérix finit par obtenir gain de cause. Eh bien, c'est un peu comme cela que fonctionnent certaines attaques informatiques, certains dits piratage. Vous allez donner un fichier à votre application qui n'est pas totalement n'importe quoi, donc il n'est pas refusé par votre application, mais qui est subtilement incohérent. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne collent pas. Par exemple, je ne sais pas, à un endroit, vous êtes censé avoir une liste de 10 éléments, vous en mettez 11. Vous êtes censé avoir une liste de 10 éléments, vous en mettez 9. Des choses un peu incohérentes qui vont provoquer dans votre logiciel des dysfonctionnements. Parce qu'en fait, ça n'a pas été prévu. Votre logiciel est prévu pour des fichiers bien formés, dans lequel si vous dites qu'il y a 10 éléments dans une liste, il y en a réellement 10. Vous ne lui mettez pas le bon nombre. Il se passe des choses. Et dans certains cas, ça provoque des comportements tellement aberrants que on peut exploiter ces comportements pour obtenir un accès illégal au logiciel. Et une fois que vous avez accès à un logiciel, vous pouvez avoir accès éventuellement aux fichiers sur la machine, modifier le comportement de la machine, et finalement, dans certains cas, prendre le contrôle de la machine, compris les affaires personnelles de l'utilisateur. Donc si vous prenez en entrée des fichiers qui peuvent avoir été envoyés par n'importe qui ou mis par n'importe qui sur des pages web, vous devrez faire très attention à la façon dont vous avez écrit la partie qui lie le fichier. Il faut qu'elle soit bien blindée contre ce genre de problème-là. Et tout de même, on complique beaucoup les choses. Alors, j'avais déjà évoqué dans une vidéo précédente le fait que si on fait quelque chose de plus compliqué que simplement savoir si un point est accessible à partir d'un autre avec uniquement des pistes cyclades et des petites rues, on va être obligé d'embarquer beaucoup de connaissances sur le monde. On va être obligé d'avoir beaucoup d'estimations, par exemple d'estimation de vitesse. Puis même d'ailleurs, pour le simple problème des pistes cyclables et des rues à petit trafic routier, il va falloir définir ce que c'est qu'une rue à petit trafic automobile. Ce qui n'est pas évident. Donc finalement, l'algorithme là-dedans. J'ai décrit brièvement un algorithme de parcours de tous les points accessibles, qu'on appelle un algorithme de parcours de graphe. On peut le modifier pour obtenir un algorithme de calcul de plus court chemin, donc ce qui va être utilisé pour calculer des trajets en plus court temps, trajets en plus courte distance, le trajet minimisant je ne sais quelle quantité, un peu agrégeant plusieurs grandeurs, par exemple une quantité tenant compte du temps et de la consommation de carburant. Ça, c'est un peu plus compliqué que ce que j'ai décrit avec ma pioche pour trouver les lieux accessibles par piste cyclable. C'est un peu plus compliqué, mais pas beaucoup plus. C'est pareil, ça s'écrit facilement aux travaux dirigés. Vous pouvez encore raffiner ça pour obtenir les algorithmes du type A étoile, ceux qui, d'après ce que j'ai regardé, sont utilisés dans les applications cartographiques sur téléphone portable. C'est un peu plus compliqué à expliquer, mais c'est pas beaucoup plus compliqué. En tout cas, c'est quelque chose d'assez court. Et vous voyez que pour arriver à une application sur téléphone portable, soit capable de récupérer des fichiers en ligne, de les mettre à jour, c'est même pas mal d'autres choses. Il y a des tas de problèmes d'affichage. Il va y avoir des problèmes d'interface utilisateur. Comment vous présentez les choses à l'utilisateur, comment l'utilisatrice ou l'utilisateur interagit avec votre application, quelles sont les erreurs qui pourraient être évitées si on concevait mieux cette interaction. Et ce n'est pas d'ailleurs le même travail que celui de l'algorithmicien. Vous allez avoir des problèmes donc de maintenir des mises à jour. Si vous proposez des mises à jour, vos mises à jour vont partir d'un certain nombre de serveurs. Il va falloir que vous organisiez des serveurs. Si vous avez beaucoup de clients, il va falloir organiser un système de diffusion qui soit résistant à cette masse de clients. Si vous avez des choses qui dépendent de changements de réglementation, par exemple, pour la circulation routière, eh bien, de temps en temps, la réglementation change. La limite de vitesse, par exemple,
a été abaissé de 90 km/h à 80 km/h sur certaines catégories de routes françaises. Comment est-ce que vous gérez ça? Parce que les utilisateurs ne vont pas être contents si vous les envoyez en tenant compte d'une limite à 90 alors que la limite est à 80. Donc il y a plein de choses auxquelles il faut penser avant d'obtenir une application. Même si cette application met en œuvre un algorithme qui est très simple. Il y a énormément d'autres problèmes à part l'algorithme qui est au cœur. Il y a des choses dans l'affichage, le chargement, qui eux-mêmes peuvent éventuellement mettre en jeu d'autres algorithmes, des problèmes de stockage de données assez compliqués. Et je vais conclure en expliquant pourquoi cela explique certaines discussions un peu oiseuses qu'on a parfois. Il y a parfois des gens qui vous disent « mais la recherche en informatique ne sert à rien », ou la recherche par exemple en langage de programmation, ça ne sert à rien. Les langages de programmation des universitaires ne sont pas utilisés dans l'industrie. Donc effectivement, s'ils ne sont pas utilisés, pourquoi est-ce qu'on finance de la recherche dans ces domaines? Mais les universitaires, ce qu'ils vont faire, c'est étudier un problème relativement bien délimité, proposer des améliorations à ce niveau-là. Mais ils n'ont pas, c'est pas forcément le même métier, et de toute façon, ils n'ont pas les moyens humains, financiers, etc., pour créer tout ce qui va autour. Vous voyez, l'universitaire, il va, par exemple, pour les algorithmes, étudier l'algorithme, il ne va pas construire un système complet fonctionnant sur Android, Windows, Mac, iOS, donc les iPhones, voire aussi Linux, pour démontrer que ce système, avec tout un système d'affichage, de diffusion de cartes et de serveurs derrière, pour montrer que ça fonctionne bien. Il y a un énorme gap entre un prototype de recherche et une application industrielle. Je vais prendre un autre exemple. Imaginons quelqu'un qui invente une amélioration sur les moteurs automobiles. Peut-être une amélioration du cycle thermodynamique du moteur. Il fait ça sur des éventuellement prototypes de recherche. Déjà, il y a une différence entre faire des simulations théoriques, des calculs ou des simulations sur ordinateur, ce qui se passe dans un moteur, après construire un prototype de moteur. Il y a pas mal d'efforts pour construire un prototype. Mais ce prototype de moteur ne constitue pas une automobile. Une automobile, il va falloir également mettre des tas d'autres choses qui n'ont rien à voir avec le problème du cycle thermodynamique dans le moteur. Il va falloir mettre des sièges, des équipements de sécurité, des équipements de confort également, qui n'ont rien à voir avec le travail du scientifique. Bon, pourtant, on ne va pas dire que les personnes qui conçoivent les améliorations sur les moteurs automobiles sont inutiles. C'est juste qu'ils s'inscrivent dans un long processus qui va jusqu'aux applications. Et on ne leur demande pas de tout faire. On ne demande pas aux gens qui conçoivent des améliorations sur les moteurs de concevoir également les sièges confortables pour les automobiles. Et c'est pareil en informatique. Il y a des gens qui vont concevoir un élément, qui, comme tout le monde d'ailleurs, ont une charge de travail limitée, ils ne peuvent pas s'occuper de tout. Et il va y avoir d'autres personnes qui, par exemple en lisant une des publications scientifiques, vont dire ça c'est intéressant, ça pourrait améliorer notre produit, et qui vont intégrer cette amélioration dans un produit. Mais il y a tout de même une énorme différence entre un algorithme, qui est une vision de haut niveau mathématique qui résout un problème précis, et un logiciel complet, voire une application complète, mettant en jeu des serveurs ailleurs dans le monde, et ainsi de suite. Et c'est sur cette différence que je voudrais insister. Merci.